Et donc, pour commencer la matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Guimberteau, responsable communication et plaidoyer du Centre Primo Levi. Créé en 1995, le Centre Primo Levi est une association de référence spécifiquement dédiée aux soins et au soutien des personnes exilées en France, victimes de la torture et de la violence politique. L'action du Centre Primo Levi est construite autour de trois missions: soutenir et soigner les personnes victimes de la torture et de la violence politique, transmettre son expérience et son savoir-faire aux professionnels et bénévoles travaillant en lien avec les personnes exilées, défendre le droit à la santé des personnes exilées à travers des actions de plaidoyer, de sensibilisation et d'information pour témoigner des effets de la torture et promouvoir une prise en charge adaptée. C'est dans ce cadre que le Centre Primo Levi a publié plusieurs rapports de plaidoyer au fil des années pour interpeller sur l'urgence de santé publique que représente la souffrance psychique des exilés, sur les failles de la procédure d'asile, sur la violence continue subie par les femmes exilées. Son dernier rapport de plaidoyer a été diffusé en juin 2024 et est intitulé Santé mentale des personnes exilées, une souffrance invisible, que Maxime Guimberteau vous nous présenterez. Votre rapport établit plusieurs constats et recommandations, tous se dirigeant vers la dénonciation d'une offre de soins en santé mentale pour les personnes exilées insuffisante et d'une politique de désaccueil de ces personnes. Pour nous partager vos constats et vos recommandations en termes de prise en compte et de prise en charge de la santé mentale des personnes exilées, Maxime Guimberteau, je vous donne la parole en vous posant une première question. Pourquoi ce rapport? Quels objectifs? Merci beaucoup à vous. Oui, mais merci de m'accueillir. Voilà, c'est important pour nous de pouvoir collaborer avec ISM et participer à son travail. Voilà, on collabore depuis très longtemps ensemble et voilà. Enfin, juste petite introduction. Enfin, pour nous, l'interprétariat est extrêmement important dans notre soin, dans notre accompagnement. Parce que sans interprétariat, il y a enfin, c'est absolument impossible d'accompagner les personnes que nous recevons, qui sont des personnes qui souffrent de traumatismes psychologiques très importants. Donc effectivement, on a sorti ce rapport en juin dernier. Voilà. Les difficultés politiques, sociales ont fait qu'on a mis du temps, enfin on l'a plutôt présenté en septembre. Voilà, on a démarré tout un travail de plaidoyer. Et la première raison, en fait, enfin, de pourquoi de ce rapport, de la publication de ce rapport, c'est qu'on s'est aperçu, bon, en même temps, c'était pas très difficile, que la santé mentale était complètement absente du projet de loi de migration, hein, qui a été discuté pendant des années et qui a fini enfin, dont les discussions ont fini assez lamentablement. Si en fait on regardait simplement, on a fait voilà, cette manipulation CTRL F sur le clavier, il n'y avait pas une seule occurrence sur les mots santé mentale dans le projet de loi. Voilà, ça n'apparaissait nulle part et c'est pas forcément une nouveauté, hein, quand on fait le tour voilà, en tout cas des 10 derniers projets de loi sur migration, la santé mentale n'apparaît nulle part. Donc voilà, c'est d'où la nécessité pour nous voilà, de relancer un peu le débat sur l'importance de prendre en compte la santé mentale des personnes exilées dans les lois migration, puisque c'est des lois qui sont, enfin on l'a vu, qui sont très axées sur la répression, qui sont très axées sur la contrainte et quand même assez peu de choses en termes de santé. Voilà, et c'est de dire assez symptomatique que voilà, enfin, le ministère de l'Intérieur s'occupe de migration et que dans ses préoccupations, la santé n'intervient pas du tout. Voilà, donc on a voulu remettre un peu cette question en débat. Et une autre raison, enfin, qui est aussi une de nos recommandations, c'est que il y a absolument pas d'études épidémiologiques en fait sur la question de la santé mentale des personnes exilées. Enfin, en tout cas, des études épidémiologiques globales, nationales, qui permettraient d'avoir un peu une vision globale en fait sur les besoins, voilà, sur les besoins, sur les territoires sur lesquels travailler. Donc ces données n'existent pas. Il y a des choses qui sont localement, notamment en Île-de-France, avec des études très sérieuses voilà, sur les besoins des populations migrantes, les besoins des personnes exilées, mais au niveau national, au niveau global, il y a encore rien il y a rien qui a été fait. Donc,
Ça fait partie un peu de nos premières, voilà, comme je disais, à la fois constatations, et puis une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans ce rapport, c'est que ben, en fait, l'État avance complètement à l'aveugle dans cette, enfin, c'est même pas une prise en charge, c'est dans cette prise en compte, on va dire plutôt, de la question. Et c'est un peu ce qu'on dit, nous, au pouvoir public, c'est-à-dire comment est-ce que vous proposez des mesures si vous n'avez aucune idée des besoins qui sont en face. Et c'est aussi important pour nous de mettre en avant cette question. Pareil pour nous, en fait, dans notre propre activité, c'est-à-dire comment nous, on oriente notre accompagnement voilà, vers quel besoin. Nous, on reçoit des gens, on reçoit à peu près 400 patients par an, ce qui est très peu, hein, enfin, ce qui est une file active qui n'est pas très importante par rapport à celle de plusieurs autres organisations. Euh, mais voilà, ce qui fait qu'en fait, on voit juste un petit bout, nous, du problème, alors que c'est quelque chose de particulièrement vaste. Donc voilà un peu la raison de ce rapport. Merci beaucoup. Dans le rapport, votre premier constat est celui d'une évolution préoccupante de la santé mentale des personnes exilées. Ouais. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous formulez un tel constat? Alors, on formule un tel constat, parce que ça vient vraiment de notre clinique. C'est-à-dire, voilà, mes collègues me font remonter ça voilà, depuis plusieurs années. Les patients qui reçoivent, en fait, sont dans une situation psychologique qui est beaucoup plus difficile qu'avant. Chez nous, c'est devenu vraiment structurel. Là, en fait, on le chiffre depuis à peu près une dizaine d'années. Enfin, on le constate depuis à peu près une dizaine d'années. Euh, En fait, c'est très lié à ce qu'on voit, c'est très lié à un paramètre enfin, que tout le monde connaît, c'est-à-dire la violence sur le parcours d'exil, qui est maintenant une violence absolument, enfin, qui est inhérente en fait au parcours d'une personne exilée qui veut s'échapper, qui veut échapper à la violence, qui veut échapper à l'oppression dans son pays. Elle sait qu'elle va rentrer dans un tunnel, dans un continuum de violence, dans un tunnel de violence, et qu'elle va trouver sur le chemin en fait des violences qui vont être parfois pire en fait de ce qu'elle a de ce qu'elle a pu subir dans son pays. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la raison principale de cette détérioration de la santé mentale chez nos patients. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, qui est un peu recoupé par l'Institut national des études démographiques et l'INSEE, c'était il y a quelques années, qui avait publié ce chiffre où on était sur une personne exilée sur cinq en fait qui souffre de troubles pardon, psychiques graves. Et on est au niveau de la population française, c'est à peu près une personne sur 20. Donc on est face à vraiment une population qui souffre énormément. Et la principale raison, comme je disais, c'est la violence sur le parcours d'exil. Je vais donner un exemple qui est extrêmement frappant chez nous. C'est 100% des patientes que nous recevons ont été victimes de violences sexuelles. Voilà, donc ça, c'est un enjeu, c'est vraiment quelque chose de majeur chez nous, et de majeur chez nous, en fait, dans notre file active, et surtout dans le soin, en fait, dans l'accompagnement que mes collègues psychologues, médecins, assistants sociaux et juristes ont à prendre en compte, puisque, voilà, l'impact de la violence sexuelle voilà, en termes de troubles post-traumatiques est absolument dévastateur. Donc, c'est des patientes que nous recevons qui arrivent dans un état de santé psychique absolument, enfin vraiment extrêmement détérioré. Et donc, du coup, ça rajoute du soin, ça rajoute de l'accompagnement, ça rajoute vraiment de la complexité dans le soin, et faire en sorte que voilà, les personnes que nous recevons voilà, puissent se raccrocher voilà, un espèce un lien social en fait qui a complètement disparu, voilà. Alors je suis pas psychologue, mais je m'imprègne beaucoup de ce que me disent mes collègues, qui vraiment en fait c'est véritablement ce mal intentionnel en fait que eux décrivent, ce qui est vraiment dont le but est de détruire une identité, de détruire un lien social, vraiment de laisser la personne exsangue socialement et physiquement. Voilà, donc ces personnes-là arrivent dans notre centre, et il faut les traiter. Et d'ailleurs, il y a un chiffre aussi qui est important. En fait, on parle assez peu des hommes, mais les hommes chez nous, on sait qu'à 80%, ils ont été également victimes de violences sexuelles. Donc, en fait, si vous voulez, c'est l'ensemble de notre file active
qui vit ces violences, qui vit ces violences-là, et qui sont des violences, je vous disais, il y a effectivement ce mal intentionnel, mais on est véritablement en face de violences politiques. Et derrière, il y a, voilà, comme je disais, il y a vraiment la volonté voilà, de sortir la personne de son environnement, de vraiment de son environnement social, hein. Enfin, peut-être que je me répète, mais pour nous, c'est très, très difficile de reprendre ça et de reprendre ce soin. Donc, c'est voilà, c'est depuis une dizaine d'années, c'est devenu extrêmement structurel et voilà, on le voit aussi, nous, dans la durée du soin. En l'espace de 10 ans, en fait, le soin chez nous a doublé. Donc, on est passé de 1,5 ans d'accompagnement, de traitement à 3 ans. Voilà, en l'espace de 10 ans. Donc, pour nous, c'est extrêmement lourd pour nos patients. Donc, ça demande véritablement un travail voilà, beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe. Voilà, et c'est des choses qui sont, encore une fois, je citais je citais le chiffre de l'INED, mais il y a aussi voilà, l'Observatoire mondial des migrations qui cite aussi ce chiffre absolument incroyable de 75% des personnes migrantes forcées qui ont été victimes qui ont été victimes de torture, en tout cas de violences intentionnelles sur leur parcours. Voilà. Donc, on est en face d'un problème, enfin, en tout cas d'une donnée extrêmement lourde et extrêmement grave pour nous. Euh, et on est en face d'un enjeu de santé publique qui est absolument, qui est très fort, parce que je disais, voilà, une personne sur cinq qui potentiellement souffre personnes exilées sur cinq qui potentiellement souffrent de troubles psychiques graves. On reçoit à peu près 143 000, en tout cas en 2023, 143 000 demandes d'asile. Donc on est à peu près sur 30 000 personnes qui potentiellement peuvent avoir voilà, des troubles psychiques extrêmement graves. Donc il y a vraiment quelque chose vraiment voilà, à mettre en place, en tout cas enfin, sur lequel vraiment s'intéresser et se mobiliser au niveau de l'État. Voilà. Alors, c'est un enjeu de santé publique, mais nous, ce qu'on identifie, c'est aussi un enjeu un enjeu de société, parce que c'est des gens, enfin, à la clé, il y a vraiment la question de l'intégration qui est derrière. Donc, voilà, ça veut dire que ne pas prendre en compte, en fait, ce problème-là, c'est multiplier les risques de décompensation. En fait, c'est multiplier les risques pour les personnes elles-mêmes d'abord, et c'est ensuite multiplier voilà, les risques de décompensation au niveau, voilà, plus largement au niveau de la société. Donc, voilà, c'est un problème qu'on essaye de mettre un peu sous le nez sous le nez voilà, des institutionnels, parlementaires, sénateurs et députés, mais voilà, c'est extrêmement difficile. Ouais. Votre deuxième constat dans le rapport dénonce que la santé mentale est une grande absente de la demande d'asile. Pourquoi? Alors ça part du début en fait. Il faut se balader dans tous les acronymes du demandeur d'asile quand il arrive en France. Il y en a vraiment, il y en a beaucoup. Le premier acronyme, c'est le guichet unique des demandeurs d'asile, donc le GUDA, qui se fait dans toutes les préfectures en France. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que, on le voit chez nous, c'est une personne demandeur d'asile va passer, chez nous, elle va passer à peu près 1 an et demi, voire 2 ans avant avant de pousser les portes du centre. Et elle peut passer toute cette période-là sans avoir vu un seul psychologue. Donc, en fait, ça commence au niveau de l'accueil dans les préfectures, où il y a une visite médicale qui est obligatoire, mais qui est enfin, qui est tellement rapide que c'est absolument impossible de détecter quoi que ce soit en termes de troubles psychiques. Et c'est vraiment la question essentielle, en fait, le second constat, hein, après cette absence d'études épidémiologiques, c'est que enfin, rien n'est fait, en fait, pour euh, euh, identifier le mal, identifier le problème à la source, c'est-à-dire dès l'arrivée du demandeur d'asile et pouvoir ensuite l'orienter éventuellement vers voilà, vers d'autres structures. Donc, et se pose là, voilà, comme tu disais, la question de l'interprétariat, elle est fondamentale. C'est-à-dire que la personne arrive en Guida, il n'y a pas d'interprète. Voilà.
Donc, en tout cas, au niveau il y a un interprète, il peut y avoir un interprète, mais au niveau des visites médicales, ça ne va pas exister. Donc, la personne va parler de son état de santé, mais va évoquer enfin, voilà, les questions surtout physiques. Comment débuter un semblant de soin, un semblant d'accompagnement psychologique si déjà il n'y a pas un interprète pour voilà, voilà, diffuser la parole, diffuser en fait, véritablement les sentiments et les constats que fait la personne, voilà, au niveau de sa santé mentale. Donc là, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que, alors, il y a une autre, l'OFI, donc, qui est l'organisme qui s'occupe de l'accueil en France et des conditions matérielles en fait, d'accueil des demandeurs d'asile, organise une autre visite médicale mais qui ne se concentrer que sur les vulnérabilités au sens OFI, c'est-à-dire des vulnérabilités qui se voient, en fait, faire très court. Voilà, donc voilà, ça va être des blessures, ça va être ce qu'ils appellent, en fait, c'est de la vulnérabilité apparente. Mais en fait, l'esprit ne rentre pas en fait, dans ce processus d'accueil. Alors, il y a un vrai problème là-dessus. L'État a fini par se rendre compte, voilà, par un travail de plaidoyer enfin collectif hein, de différentes associations, a fini par se rendre compte du problème et a mis en place ce qu'on appelle les rendez-vous santé. Les rendez-vous santé, voilà, c'est des visites médicales qui sont volontaires. Donc, la personne qui est en demande d'asile se présente devant des médecins de l'OFII et, voilà, et demande à avoir cet entretien, ce rendez-vous santé qui, lui, est plus large. C'est-à-dire il va évoquer la vulnérabilité, mais il va aussi physique, mais aussi la vulnérabilité euh, psychologique. Mais ce qu'on sait, et puis si là on se base sur une étude de France Terre d'Asile, c'est que ces rendez-vous en fait font pas du tout le tour de la question, ils sont beaucoup trop rapides en fait ils permettent pas véritablement de déceler un problème, de déceler voilà, un trouble psychique. Et encore une fois, voilà, je rappelle, c'est des populations voilà, une personne sur cinq, des populations qui sont extrêmement enfin, vulnérables, en fait, qui sont fragiles. Voilà, et pour lesquelles le besoin en accompagnement en termes de santé mentale est extrêmement fort. Voilà. Donc, en fait, une espèce de laisser aller, même si, voilà, encore une fois, notre propos, c'est pas de dire que l'État ne fait rien, mais l'État ne fait pas suffisamment, en fait, par rapport aux besoins qui sont actuels et des besoins qui vont aller en augmentant. Hein. Voilà, ils auront beau mettre des barrières législatives, des barrières physiques ou n'importe quel type de barrière, les gens vont continuer à fuir des zones de conflit, vont continuer à fuir des mariages forcés, vont continuer à fuir voilà, l'oppression politique. Donc les gens vont continuer à arriver. Et les gens vont continuer à arriver surtout dans un état psychologique qui va être en tout cas, si ce n'est identique, en tout cas pire que maintenant. Donc il y a vraiment voilà, il y a vraiment un besoin en fait à prendre en compte. Donc ça, c'est au niveau de la première phase en fait de la demande d'asile où, pour résumer, en fait, la santé mentale n'est pas suffisamment examinée, suffisamment prise en compte. Mais c'est un véritable enjeu parce que ça, ça conditionne en fait tout le reste et tout l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va laisser des gens dans un état psychique qui va se détériorer au fur et à mesure de leur arrivée en France. Et leur arrivée en France, donc une fois passé le guichet unique des demandeurs d'asile, ça va passer par une orientation dans un logement. Donc dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile principalement, donc les CADA. Et dans les CADA non plus. On va pas trouver, en fait, il va pas y avoir, il va pas y avoir suffisamment d'accompagnement en termes psychologiques pour pouvoir soit déceler, soit accompagner en fait le trouble mental. Euh, on sait que, enfin voilà, d'expérience, dans un CADA, il peut y avoir un ou une psychologue tous les 15 jours qui va faire une vacation d'une matinée. Voilà, sur des CADA où il peut y avoir 60 70 personnes,
comment est-ce que vous voulez travailler? Voilà, c'est absolument impossible et ça met une pression qui est extrêmement difficile à tenir. Alors à la fois pour les équipes qui accueillent et qui accompagnent, voilà, travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes qui arrivent. C'est des gens qui ne sont pas formés en fait, c'est pas des psychologues, c'est pas des médecins, donc ils accueillent un peu comme ils peuvent la personne qui arrive. Et voilà, et là, cette pression peut exister également pour voilà, la psychologue ou le psychologue dont je parlais qui fait une vacation tous les 15 jours. Comment est-ce que, enfin, c'est extrêmement, c'est très compliqué de recevoir 10 patients voilà, qui ne vont pas bien. Et se rajoute là aussi la question de l'interprétariat, voilà, puisque dans les CADA, l'interprétariat est absent. Euh, et les choses se font un peu, tu vois, un peu comme tu disais, par des solutions, par un peu, c'est on essaye de boucher les trous par-ci par-là, on appelle quelqu'un qui parle la même langue, voilà, voilà. Un peu ce qu'on retrouve également dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment du bricolage. Voilà, et là, ce que je disais, c'est la pression sur les équipes est extrêmement forte, puisqu'une personne en fait qui ne va pas bien psychologiquement peut complètement déstabiliser un CADA et une équipe dans un CADA. Nous, on le voit, puisqu'on fait on organise nous des formations pour les personnes qui reçoivent, enfin, qui accompagnent ou qui soignent les personnes exilées. Donc, beaucoup de gens qui viennent de CADA, et c'est exactement ce qu'ils nous disent, en fait. Le problème, c'est ils ont vraiment beaucoup de mal à déceler le trauma. Sans formation, comment est-ce que vous voulez y arriver? Et ensuite, ils mettent aussi en avant le risque de déstabilisation que peut engendrer une personne voilà, pas forcément en train de décompenser, mais qui va vraiment mal psychologiquement, qui peut mettre à terre tout un travail d'équipe et qui peut vraiment semer enfin, voilà, beaucoup de troubles même au sein du CADA. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors les choses vont pas aller dans le bon sens, hein, malgré notre plaidoyer extrêmement fort. Là, on a vu très récemment le projet de loi finance sur la version sur le côté asile prévoit de supprimer quasiment 10 000 places d'hébergement dans les CADA. Donc voilà, c'est d'autant de personnes en fait qui vont se retrouver dans des situations de précarité encore plus fortes et d'autant moins de moyens en fait dans les équipes qui vont accueillir les personnes exilées. Donc là, on est face à voilà quelque chose qui peut être extrêmement problématique. Voilà, donc ça, c'est le principal constat là, qu'on fait au niveau de l'accueil, en fait, au niveau de la demande d'asile. Mais ce qui va se passer, c'est que dans le meilleur des cas, disons, où le trouble psychologique est identifié au sein d'Acada, ou même peut-être avant au sein du guichet unique d'accueil. Tout le problème qui se pose, en fait, c'est celui de l'orientation. Vers qui, vers quoi, en fait, on va orienter ces patientes et ces patients qui souffrent, vers quelle structure. C'est extrêmement, c'est aussi un des enjeux majeurs, en fait, que nous, on essaie de mettre en avant. Et en fait, on se retrouve toujours dans cette espèce de gradation sociale en France où la précarité, enfin en fait, les conditions d'accueil ou les conditions sociales se détériorent et elles se détériorent d'autant plus pour les personnes exilées qui se retrouvent toujours en queue de train en fait et qui sont toujours les oubliés des, euh, des politiques sociales et des politiques de santé en France. Enfin, je m'explique. Là, on est en 2025, année enfin, santé mentale, grande cause nationale. Il a fallu un travail extrêmement important pour que juste la santé mentale, en fait, intervienne et soit dans l'agenda politique. Mais ces santé mentale, là, on parle des personnes qui sont intégrées en France, soit de nationalité française ou pas, mais qui sont intégrées. On ne parle pas de personnes exilées. Donc, en fait, pour les personnes exilées, en fait, c'est une situation qui est encore plus compliquée. Par exemple, dans un centre, euh, un CPM ou un CPPM, on sait que pardon, les durées, enfin les moments pour être reçus en consultation peuvent durer 1 an, peuvent durer 2 ans. Et là, je parle encore pour des patients
qui sont intégrés en France, qui parlent français, voilà, qui sont socialement intégrés. Pour des personnes exilées, vous imaginez la difficulté que ça peut être d'être orienté dans une structure de droit commun en France. En gros, c'est absolument impossible. Et là se pose encore une fois, en fait, la question de l'interprétariat, elle intervient à tous les stades, vraiment du début à la fin. Enfin, je ne peux pas dire la fin parce qu'il n'y a pas véritablement de fin. Mais là, elle intervient encore une fois, c'est-à-dire dans toutes ces structures de droit commun, il n'y a pas d'interprète non plus. Donc, si la personne exilée arrive par miracle à être intégrée, à être suivie dans une de ces structures, va se poser la question de la langue. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que on arrive à des situations un peu absurdes où on a des structures publiques qui nous orientent à nous, structures associatives, des patientes et des patients, puisqu'ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas en fait les ressources humaines pour pouvoir recevoir des gens. Donc, on reçoit des patientes et des patients qui nous viennent, voilà, qui nous viennent de PASS, enfin, qui nous viennent d'hôpitaux publics, qui nous viennent de CPP, des CPVM, qui nous viennent en fait de toutes ces structures qui devraient en fait, elles, pouvoir seules, sans avoir besoin du secteur associatif, devraient pouvoir traiter leurs patients. Donc, en fait, c'est un système qui marche complètement à l'envers. Donc, et c'est l'État se repose sur des structures comme les nôtres pour pouvoir prendre en compte cette souffrance psychique. Donc, ça rejoint un peu tout le titre de notre rapport, qui est une souffrance invisible. On a vu souffrance invisible au niveau du projet de loi, au niveau de la loi immigration, souffrance invisible au niveau de la structure, au niveau des dispositifs d'accueil, structure invisible dans les structures de droit commun, enfin, non, souffrance invisible dans les structures de droit commun. Donc, on est vraiment face à cette invisibilité que nous, en fait, en tant que structure associative, on a traité. Mais le problème, c'est que, enfin voilà, vous le savez bien, les structures associatives, elles sont en sous-nombre. On est une dizaine, on est 11 centres en fait en France à s'occuper spécifiquement de la prise en charge de la santé mentale des personnes exilées. 11 structures en France. Donc c'est absolument, c'est rien du tout. Et dont on est 6 en Île-de-France. Voilà. Donc tout est concentré en Île-de-France et très peu sur voilà, sur les territoires enfin, les territoires non franciliens. Donc c'est extrêmement problématique et d'autant plus que voilà, le secteur associatif est de moins en moins financé en fait par l'État. Donc l'État nous demande d'agir sans nous en donner les moyens. Là, typiquement, je prends l'exemple de notre cas, du cas du centre Primo Levi, où le ministère de l'Intérieur n'a pas renouvelé sa subvention pour 2025, en nous amputant de 10% de notre budget. Donc, comment est-ce que vous pouvez voilà, supposer agir voilà, dans ces conditions? Donc, c'est voilà, extrêmement difficile. Dans le rapport, votre troisième constat interpelle sur les conditions d'accueil des personnes exilées avec pour conséquence un trauma social. Est-ce que Ouais. vous pourriez nous l'expliquer? Oui, effectivement, on parle de trauma social. Alors, en termes psychologiques, ça vaut pas grand-chose, mais j'ai quand même utilisé ce terme parce il est extrêmement parlant. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que les conditions d'accueil en France, alors, encore une fois, mon propos, c'est pas de dire que l'État ne fait rien. Donc, l'État a fait des choses. L'État a augmenté les structures, enfin, les places d'hébergement, a essayé de se mobiliser en termes d'accueil, même si là, très récemment, elle va en supprimer 10 000. Mais jusqu'à présent, il y avait une mobilisation partielle de l'État, mais encore une fois, qui ne correspond pas du tout aux besoins. Euh, C'est-à-dire que les structures d'accueil en France des personnes exilées, qu'elles soient déboutées ou demandeurs d'asile, elles sont censées offrir au moins un répit, à défaut d'offrir un repos aux personnes qui viennent. Et ce qui se passe, c'est que les conditions d'accueil sont tellement inadaptées et détériorées. Là, je parle d'hébergement, je parle des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire ce qu'elles vont toucher en termes
les 6 euros que les demandeurs d'accueil vont pouvoir toucher par jour. En fait, tout ça fait que ça va, au contraire, soit créer le traumatisme, soit réveiller le traumatisme, en fait, qui était enfoui, voilà, chez ces personnes. J'ai beaucoup d'exemples. En fait, c'est ce que mes collègues psychologues appellent les attaques du réel. Et ces attaques du réel, en fait, elles sont devenues tellement présentes en fait, dans la consultation. C'est-à-dire que on en est à des stades chez nous où mes collègues me disent, très très souvent, ils commencent la consultation en disant, est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Parce qu'ils se retrouvent face à des patients qui n'ont pas mangé, en tout cas, qui ont mangé une seule fois dans la journée pour différentes raisons. Oui, je regarde, c'est CMPP, pardon, c'est CMPP et CMP. Oui, je suis un peu fiévreux, excusez-moi, donc peut-être que les acronymes se sont un peu mélangés, mais effectivement, c'est CMPP. Donc je reviens en fait à ces attaques du réel. Donc la faim en fait rentre dans nos consultations. Donc très souvent en fait nos patients, enfin nos collègues consultent des gens qui n'ont mangé qu'une fois ou une seule fois. Ça arrive très souvent en fait que même des enfants en fait ne mangent qu'une seule fois dans la journée. Alors notamment à l'école, il y a plein de raisons, mais une des raisons c'est que dans les centres, dans les hôtels où ils sont logés, par exemple, il y a l'impossibilité de se faire à manger. Donc, c'est toujours les mêmes plats. Donc, par exemple, ils peuvent avoir du riz pendant toute une semaine. Donc, en fait, voilà, en termes de besoins et de vie courante, ils arrivent pas à aller au bout, en fait. Voilà, ils sont pas traités de manière correcte, avec l'impossibilité de se faire à manger et en fait, d'essayer de trouver des subterfuges pour se faire à manger dans un CADA qui veut bien les accueillir, pour ensuite retourner dans l'hôtel qui les héberge. L'hôtel qui les héberge, où ils vont être à plusieurs dans une chambre, toute une famille dans une chambre, ou alors avec des gens qui ne connaissent pas, qui peuvent avoir des comportements voilà, un peu enfin, inappropriés, ou alors des familles qui sont séparées. Euh, en fait, ça aussi, ça va toucher principalement les femmes qui sont les plus vulnérables, des femmes avec enfants, des femmes seules, en fait, qui se retrouvent victimes de violences. Elles ont été victimes de violences dans leur pays, sur le parcours d'exil. Et en France, elles sont dans une situation de vulnérabilité extrêmement, extrêmement importante. Et les conditions d'accueil, quand elles se retrouvent à plusieurs dans une chambre, ou quand elles se retrouvent très éloignées par exemple, de notre centre, voilà, c'est des choses qui sont très, très problématiques pour elles. Et la reconstruction en fait du lien social, ou la reconstruction personnelle, prend énormément de temps. En fait, quand on se retrouve dans des situations franchement, de précarité dans des hôtels où nous, on a vraiment des retours extrêmement voilà, compliqués sur les conditions d'accueil. Alors, encore une fois, on ne généralise pas. On sait qu'il y a des CADA qui font très bien leur travail. Mais ce que nous, les remontées qu'on a, c'est que c'est extrêmement, enfin, les conditions d'accueil sont extrêmement difficiles. Euh, Là, je prenais un exemple d'une patiente en fait qui est partie de France, qui a quitté la France, qu'on soignait, qu'on traitait, et qui a quitté la France parce que en fait, elle avait du mal. Les conditions d'accueil, en fait, elle était baladée d'un hôtel à l'autre. Elle a fait toute l'Île-de-France en fait, avec des passages d'un hôtel à un autre, avec à chaque fois en fait, il faut recommencer le processus, réinscrire les enfants à l'école, rebâtir en fait un lien social localement, des difficultés à manger à sa faim. C'est quand même, c'est incroyable. Donc en fait, elle a quitté. C'était pas la principale raison, mais c'est vraiment une des raisons majeures. En fait, c'est le non-accueil. Elle a quitté la France et est allée en Espagne rejoindre son mari. Voilà, c'est un exemple un peu extrême, mais qui est vraiment réel dans nos consultations. Et je prends un dernier exemple, c'est celui de l'orientation directive. L'orientation directive, c'est-à-dire un CADA, un- par- je prends l'exemple d'une personne qui a été déboutée, mais le CADA dans lequel elle restait, en fait, il y a une tolérance pour qu'elle reste et qu'elle continue finalement
elle continue sa demande d'asile. Maintenant, ça va plus exister avec le projet de loi, avec la loi immigration. Donc, en fait, quand on va dire au directeur de CADA qu'il faut libérer une place, la personne, il n'y aura plus de tolérance. Donc, la personne, en fait, va se retrouver projetée euh, un peu du jour au lendemain dans une région qu'elle ne connaît pas. Nous, on a eu des patients qui se sont retrouvés vraiment quasiment du jour au lendemain en leur disant prenez le bus pour Bordeaux. C'était des familles c'était une femme avec deux enfants, dont un qui était en train de passer le brevet, donc il n'a pas pu passer le brevet. La famille s'est retrouvée à Bordeaux et ensuite s'est retrouvée dans la banlieue de Béziers, où au bout d'un mois, en fait, quelqu'un a fini par venir les voir et s'inquiéter de leur sort. Euh, Ça, c'est pas vraiment, on n'appelle pas vraiment ça des conditions d'accueil, surtout des conditions pour se reconstruire psychologiquement. Ce qui fait que pour nous, en fait, le soin a été complètement coupé, l'accompagnement juridique a été complètement coupé. Voilà, c'est une personne qui s'est retrouvée sans suivi. Dans le quatrième constat du rapport, vous analysez aussi ce qui se passe pour les personnes en demande d'asile, aussi dans la continuité de ce que vous aviez pu Ouais. évoquer un peu avant sur le fait que la santé mentale soit la grande absente de cette demande. Oui, en fait, c'est un peu, là, je prends l'image de l'entonnoir, c'est-à-dire que la personne qui a en fait subi la violence dans son pays, subi la violence sur le parcours d'exil, subi le non-accueil en France, qui s'est retrouvé voilà, dans un pays où sa santé mentale n'a pas été prise en compte, la personne va se retrouver, euh, va se retrouver face à l'officier de l'OFPRA, face au juge de la CNDA, et il va devoir dérouler tout son discours. On va lui demander en fait de parler de tout ce discours-là. Comment est-ce que vous voulez parler de votre propre de ce parcours? Et pour n'importe quelle personne, parler d'un trauma, c'est une chose extrêmement compliquée. Euh, donc en fait, toutes ces difficultés-là font que pour les personnes qui se présentent devant les institutions en France, c'est extrêmement compliqué. On est face à deux demandes, en fait, enfin, deux temps très différents. Le temps psychologique, celui du trauma, enfin, qui prend enfin, beaucoup de temps commencer à se résorber, et puis le temps administratif qui, lui, va vite. Le temps administratif, c'est celui du discours qui doit être convaincant, qui doit être détaillé, qui ne doit pas, et qui doit pas être hésitant. Et combien de fois on a eu, nous, des patients qui se retrouvaient sans être accompagnés par nos collègues, qui se retrouvaient face à, voilà, à l'officier, à l'agent de l'OFPRA, complètement désemparés avec l'impression de revenir devant un tribunal. Et donc, c'est pour ça que enfin, l'accompagnement psychologique et l'accompagnement juridique est extrêmement important. Et en fait, tout va aussi de pair. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de mettre en place, c'est-à-dire un quadruple accompagnement psychologique, médical, social et juridique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire une personne qui va se présenter devant l'OFPRA et qui n'a pas de toit ou qui est trimballée de droite à gauche dans différents hôtels avec sa famille, etc. Comment est-ce que vous voulez qu'il délivre, ou elle ou il délivre un discours convaincant? C'est absolument impossible. Il y en a qui arrivent et c'est ça qui est absolument incroyable. Il y a des gens qui se projettent et qui arrivent à tenir un discours convaincant et à obtenir le statut avec tous les traumas qu'on peut, enfin avec le trauma avec leur bagage traumatique. Euh, et nous, on voit très bien la différence avec la période sans accompagnement et la période avec accompagnement. C'est-à-dire que les personnes que nous accompagnons sont passées par voilà, le médecin, le psychologue, l'assistante sociale et notre juriste, arrivent devant l'OFPRA en étant voilà, beaucoup plus convaincants. Et un des soucis en fait qui se pose, et ça aussi c'est une des choses qu'on met en avant, c'est que au niveau de l'OFPRA et au niveau de la CNDA, la violence sur le parcours d'exil n'est pas prise en compte. En fait, ça va pas être euh, ça va pas être un des arguments pour obtenir le statut de réfugié. La violence sur place dans le pays d'origine, oui, mais la violence sur le parcours d'exil, alors c'est pas vrai, ça va être pris en compte, ça va être, en tout cas, la personne va être écoutée, mais ça va pas être
la principale, le principal argument pour octroyer le statut de réfugié. Euh, voilà, et donc ça, c'est une des choses que, pareil, voilà, on met en avant. Et ce qu'on constate, là, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus actuel sur la loi migration, la dernière loi Darmanin, on est sur des temporalités qui sont encore plus courtes. Donc, ça veut dire encore moins de temps de préparation pour en fait développer son discours ou même se soigner en fait. Voilà, que l'accompagnement psychologique ait lieu. Là, la loi a par exemple mis en place les antennes France Asile dans enfin, ce qui est prévu, c'est que ce soit fait dans toutes les préfectures et que ce soit en fait une sorte de pré-entretien avant l'entretien à l'OFPRA à Paris. Donc en fait, il y a vraiment la volonté d'accélérer le mouvement. Euh, et voilà. Et une des conséquences de l'accélération de ce mouvement, c'est que ben, ça a des personnes qui vont être moins bien préparées, qui vont se confronter à un rejet de la part de l'OFPRA ou de la part de la CNDA. Et face à l'ensemble de ces constats, quelles sont les principales recommandations justement du Centre Primo Ouais, Levi? ben, je vais aller vite. Il y en a quatre. La première, c'est déjà établir, enfin en tout cas, mettre en place une étude épidémiologique globale, nationale sur la santé mentale des personnes exilées avant de lancer quoi que ce soit en termes de politique publique. La seconde, ça va être, c'est pas surprenant parce que je me trouve dans l'ensemble d'ISM, c'est l'interprétariat à tous les stades d'accueil de la personne exilée, dans les CMP et les CMPP, en fait dans les structures de droit commun. L'interprétariat, c'est vraiment la condition obligatoire en fait pour que le soin ait lieu. Le soin en santé mentale ait lieu, et puis le soin en santé physique, hein, tu le disais. De toute façon, c'est aussi un peu le même impératif. Le troisième constat, enfin la troisième recommandation, c'est celui de la formation. La formation des interprètes, puisque c'est pas, enfin, vous le savez chez ISM, hein, euh, l'interprétariat en termes de santé requiert une formation. Voilà, n'importe quel interprète ne peut pas interpréter une consultation en soins psychologiques ou en soins médicaux sans une formation. Ensuite, c'est la formation des personnes qui accueillent dans les structures d'accueil, dans les CADA par exemple. Nous, on le fait hein, au niveau du centre Primo Levi. C'est une formation à ne serait-ce que repérer le trauma, envisager le trauma et envisager en fait l'accompagnement qu'il y a derrière, parce que ça veut dire derrière une meilleure prise en compte donc, de la réalité de la personne et puis une orientation voilà, plus adéquate dans les structures de droit commun. Et justement, j'y viens, c'est la quatrième recommandation, c'est une adaptation des structures de droit commun à cet enjeu de santé publique. Euh, voilà, enfin, là, pour l'instant, santé mentale, grande cause nationale, mais d'abord pour les personnes qui sont, comme je le disais, intégrées socialement en France. Nous, on aimerait que ce soit voilà, santé mentale, grande cause nationale, et également pour les personnes exilées. Alors, il y a plein de choses hein, en termes d'adaptation des structures de droit commun. Il y a les conseils locaux de santé mentale qui sont en fait des regroupements de professionnels hospitaliers, de professionnels associatifs, en fait, dans différents lieux. Nous, on a été en lien avec le conseil local de santé mentale au niveau de Grenoble. Voilà, on voit eux qui font un travail absolument vraiment impressionnant, en fait, de lien, en fait, entre les différentes pratiques et finalement, de culture de soins communes au niveau des personnes exilées. En fait, c'est véritablement, nous on le voit en fait, des passerelles qui se font entre milieu hospitalier, public, privé, et puis milieu associatif, voire enfin, voire tout ce qui est institutionnel. On voit que ça donne des résultats
voilà, assez fort. Et puis voilà, il y a des choses, ça serait développer les passes psychiatriques, puisque les passes, en fait, ont vocation qu'à un cas, c'est un gros, c'est C'est seulement qui vrai. est un peu global, mais qui ne repère que le soin, en fait, l'urgence physique. Donc ça s'est développé des passes psychiatriques. Voilà, donc en fait, il y a des choses qui se font de manière très générale, très locale. Bon, voilà, il y a Grenoble qui fait un travail incroyable. On sait qu'au niveau de, de Nantes et de Brest aussi, il y a des choses qui se font, mais c'est voilà, c'est local. Ça va dépendre de l'initiative d'un CADA, de l'initiative d'un hôpital psychiatrique local, voilà, qui développe des choses, mais il n'y a pas mais pour l'instant, il n'y a pas de politique de santé évidemment publique, financée, budgétée, en fait, qui existe. Et voilà, et c'est une des conditions. Et puis la cinquième recommandation, j'en rajoute une, c'est la prise en compte de la violence sur le parcours d'exil, qui est absolument indispensable en fait euh, pour pouvoir véritablement prendre la réalité de la personne dans sa globalité et puis voilà, améliorer le, le lien avec l'OFPRA et puis avec la CNDA et puis les institutions publiques de manière générale.